terme du colloque, nous avons la chance d'avoir trois collègues qui, depuis leur point de vue respectif, vont en quelque sorte tracer le bilan de notre rencontre, espérer qu'une belle chose soit possible. Alors, dans un premier temps, ma collègue, la chère amie Nicole Duthio-Guillon, qui est professeure des universités à l'Institut universitaire de formation des maîtres du Nord Pas-de-Calais. Donc, Nicole s'intéresse à tout ce qui touche à l'enseignement d'histoire, notamment les pratiques d'enseignement de l'histoire-géographie, les questions vives ou sensibles, controversées d'histoire, de même que la prise en charge des finalités éthiques et politiques liées à l'apprentissage de l'histoire et aussi à la diffusion de l'histoire. Je vais laisser bref dans mes présentations, puisque après tout, vous avez quand même pas mal de détails dans le programme du colloque. Mark Conrad, I should say another friend of mine, is one of the driving forces of the Canadians in their past team. Referencing Canadian history, she's also writing survey books, one who makes sense of the Canadian historical experience of responsibility that has its impact on the way people think about Canadian past and contributes in this to make their historical consciousness. Ron Levitsky teaches visual arts at Concordia and is a member of the past team, and he is particularly interested in how people engage the past in museums. So everyone will have about 10, 12 minutes to... 10 minutes. 10 minutes. 10. We're not going to keep doing first rate. Shoot some ideas, and then perhaps one or two questions. Yes, we go first. You want to... Go first. We'll go online. Oui, oui, tu commences, Nicole. Ok. Alors, je vais quand même prendre au moins 30 secondes pour remercier Jocelyn Les Tourneaux de l'invitation, en disant que j'avais déjà envie de le remercier jeudi après-midi, mais que maintenant, après tout ce que j'ai entendu et tout le plaisir intellectuel que j'ai pu y prendre, les remerciements sont encore plus chaleureux. Alors, bien évidemment, 10-12 minutes pour faire un bilan de tout ce que nous avons entendu, c'est à peu près comme si on nous proposait, après avoir fait 25 km en quart, de reparcourir le tout dans le temps d'un 100 mètres. Donc je ne vais certainement pas essayer, je ne suis pas assez sportive pour le faire. Ce que je vous propose plutôt, c'est de partager quelques réflexions qui me sont venues à partir de ce que j'ai entendu, et aussi, évidemment, qui sont des réflexions complètement subjectives, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans mon contexte, dans mon parcours de chercheur, dans les interrogations qu'a rappelé Jocelyn et qui sont des interrogations pour moi absolument fondamentales, non seulement de mon métier de chercheur, mais aussi de mon métier de formatrice d'enseignant. Alors j'ai prévu 4 points, je ne sais pas si je vais arriver à aller au bout des 4 points. Le premier, c'est, nous avons entendu, effectivement, il y a de multiples lieux où l'on fréquente le passé, peut-être de multiples lieux où l'on apprend l'histoire. On a entendu parler de musées, de livres, d'albums, de films, de jeux. Donc un espace considérablement élargi et des registres multiples, ce qui évidemment n'est pas sans mettre en question l'autorité du discours scolaire. Alors je vais avoir une question brutale par laquelle je vais commencer. Pourquoi dans ce cas-là les États et finalement les parents continuent-ils à financer l'enseignement de l'histoire à l'école? Alors vous entendez bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Mais puisqu'on peut rencontrer Clio partout ailleurs, pourquoi finalement payer pour ça? Alors j'aurais évidemment plein de réponses qui ont été apportées par les contributeurs. Je pourrais en ajouter aussi quelques autres. Par exemple, l'école pourrait être le lieu où les élèves apprennent à reconnaître les genres de discours historiques, à les situer dans leur contexte, à estimer leur rigueur, leur pertinence, leur régime de validité, et à distinguer effectivement la vérité de la souffrance, par exemple, et la vérité de l'historien, à distinguer l'authenticité, la vraisemblance, la vérité. Donc tout ce travail qui relève effectivement d'une épistémologie que l'on peut, d'après certaines recherches au moins, pratiquer dans la classe. Ou encore, le cours d'histoire pourrait être aussi le lieu où l'on apprend à historiser ce que j'appelle moi la culture historique mondaine, c'est-à-dire celle qui se transmet en dehors de la clôture de la classe et de l'école. Et à historiciser, à critiquer les mythes histoires, à se décentrer par rapport à ses souvenirs, par rapport aux mémoires qui sont prégnantes dans la société. Ou encore, et ça on retrouvera là des éléments plus communs peut-être, plus courants, le lieu où s'apprennent des compétences disciplinaires pertinentes pour notre société. Alors on l'a évoqué, interpréter l'information par la critique des sources, penser le temps social, etc. En tout cas,
cas, il me semble que nous devons poser et réfléchir la spécificité de l'histoire scolaire par rapport à ce qui se fréquente ailleurs que dans l'école. Et que, faute de cette réflexion, je ne suis pas sûre que notre discipline continuera à exister. Nous savons tous que les disciplines prescrites à l'école sont des constructions sociales. Elles se sont autonomisées progressivement à partir du XVIIIe siècle, mais comme toute construction sociale, elles sont potentiellement éphémères et peuvent être remplacées, voire disparaître. Donc, dans ce contexte, eh bien, effectivement, on comprend bien qu'il y ait des débats sur l'histoire qu'il faut enseigner, non seulement parce que toutes les questions qu'on a évoquées sur les sociétés s'y reflètent extrêmement vivement, mais aussi parce que finalement, eh bien, nous sommes à un moment de recomposition, et de recomposition profonde, selon moi, des disciplines scolaires. Et ces débats se nourrissent évidemment de savoirs de référence, de savoirs historiens de référence, mais ils se nourrissent aussi des problèmes sociaux, et ils se nourrissent aussi des imaginaires, des représentations sociales, des fonctions de l'école. Alors c'est peut-être aussi le rôle de l'école d'aider les élèves, d'aider les jeunes, à faire sens des questions socialement vives, évidemment c'est une des choses qui m'intéresse, et à faire sens des débats publics sur le passé, en privilégiant ce qui permet de situer les opinions, de les mettre en perspective historique, et puis aussi en mettant au clair les enjeux de ces débats. Qui parle, pourquoi, dans quel but, et qu'est-ce qui est en jeu sur notre présent et notre avenir à travers ces débats-là. Je ne suis pas sûre qu'un autre lieu que l'école soit pour le moment capable de le faire, et par conséquent capable d'aider à éclairer les débats qui éclatent un peu partout. Et non seulement ici ou non seulement en France, mais je pense par exemple à la Grèce, qui est un des lieux actuellement où il y a le plus de débats autour de l'histoire scolaire et de ce qu'il faut enseigner comme histoire scolaire. Et ça signifie bien sûr introduire les savoirs pour le faire. Deuxième point, une discipline scolaire, nous a appris André Chervel, bien sûr ce sont des contenus, ce sont des pratiques qui permettent au cours de se faire, ce sont des finalités fondamentalement, mais ce sont des pratiques d'évaluation, mais ce sont aussi des pratiques de motivation. Et en fait, moi j'ai beaucoup entendu parler, enfin j'ai beaucoup reconstruit ce que j'ai entendu ici, autour de cette idée des pratiques de motivation qui s'articulent sur les contenus, mais qui peuvent devenir contenus. Motiver les élèves, ça peut se faire en changeant le régime didactique de l'histoire scolaire. Par exemple, en passant à une forme d'histoire tournée vers le public, vers l'exposition, en suscitant la création, en sortant de la classe, en promouvant d'une façon ou d'une autre une histoire impliquée, une histoire appliquée, pourquoi pas. Ça se fait aussi en jouant de la proximité. Alors une proximité sociale, géographique, ethnoculturelle, entre le thème étudié et les élèves, proximité réelle ou proximité supposée. Si la proximité peut susciter de la motivation à l'étude, chic, on va enfin parler de nous, elle peut aussi manquer complètement son but, dès lors qu'elle ne suppose plus aucun effort parce que la situation est transparente. Et je ne pense pas qu'on apprenne beaucoup sans effort. Ça, c'est mon côté vieille réactionnaire de 60 ans. Et je pense aussi que cette proximité, si on en reste là, elle va à l'encontre de la distance historiographique, de l'historisation et par conséquent de l'éducation historique. J'ai bien dit si on en reste là. On peut encore prendre exemple sur des activités socialement répandues, familières aux élèves, des jeux de simulation, des jeux de rôle, qui sont entrés dans certaines classes, y compris par exemple en France, comme la littérature de jeunesse, le maniement d'objets authentiques ou de copies conformes. J'ai encore le souvenir d'un enseignant débutant arrivant dans une magnifique cotte de maille du XIIe siècle devant ses élèves. Fasciné les élèves. Hein. Mais les résultats qu'on nous a présentés et les résultats de ces pratiques mettent beaucoup plus l'accent sur l'intérêt qu'y prennent les apprenants que sur ce qu'ils apprennent à travers ces activités. Ces pratiques semblent reposer en outre sur certaines confusions. Je dis bien semble reposer, c'est peut-être aussi la brièveté d'un certain nombre de présentations qui conduit à cela. Confusion entre histoire et passé, entre mémoire familiale et histoire, entre inscription dans une lignée et inscription dans une collectivité sociopolitique, confusion entre vraisemblable et avéré, confusion entre authenticité et vérité, etc.
Ces confusions épistémologiques, à quelles conditions sont-elles un appui pour l'histoire scolaire, pour l'enseignement de l'histoire? Et à quelles conditions, et l'une n'exclut pas l'autre, à quelles conditions sont-elles un obstacle pour les apprentissages? Lorsque nous recourons à telle ou telle pratique de motivation, quelles conséquences cela a-t-il, non seulement sur les connaissances que les élèves vont construire, ici et maintenant, mais aussi sur les apprentissages ultérieurs? Je n'ai pas la réponse, j'ai la question. Troisième point, un point qui m'est cher, mais que j'essaierai quand même de ne pas développer de façon emphatique, les finalités. Les recherches récentes font une très très large place aux problèmes de société actuels, les recherches récentes en didactique de l'histoire. Les problèmes qui sont constitués d'interrogations sur l'avenir, par exemple, comment refonder une communauté de destin, ou les problèmes qui sont centrés sur le rapport au passé, quelle place pour les mémoires concurrentes, que faire des pages noires de l'histoire, pour reprendre des exemples qui ont été évoqués par Patrick il y a quelques instants. En fait, la plupart de ces problèmes se situent dans un lien pensé comme précaire, ou pensé comme à vif, comme on dit, une plaie à vif, entre le passé et le futur collectif. Et c'est bien le rapport ici entre les finalités, les contenus prescrits et enseignés, les apprentissages qui est en jeu. C'est bien aussi probablement ce qui fait que des intellectuels, parmi lesquels des historiens, se sentent autorisés à dire ce qu'il faudrait enseigner, même si par ailleurs ils ignorent beaucoup de l'école. Ce que rappelait Benoît ce matin. C'est peut-être aussi là que l'école se différencie des autres lieux de transmission de savoir sur le passé. Les finalités de l'école ne sont pas forcément les mêmes. Une interrogation récurrente me semble avoir émergé ici et là, et en écho à la même interrogation que j'ai entendue souvent ailleurs. L'histoire scolaire doit-elle produire du consensus, ou doit-elle permettre de donner du sens au débat de société sur le passé? Doit-elle rassurer, ou doit-elle réveiller? Et il me semble qu'actuellement, les finalités prescrites sont des finalités divergentes, juxtaposées, hétérogènes et éventuellement non conciliables. Réparer certaines injustices en proposant une lecture du passé qui fait une place aux victimes et aux souffrances, aux traumatismes et aux oubliés. Et l'histoire scolaire se ferait à ce moment-là thérapeute et assurerait la paix sociale par une sorte de thérapie historique. Promouvoir une identité collective, préconstruite, dans un monde où les identités sont multiples et mouvantes, où les mythes et les mémoires s'affrontent, conduisent au doute, et où en même temps s'affirme plus vigoureusement l'individualisme, et où, on l'a dit, les grands récits ne font plus véritablement l'unanimité. Favoriser une cohésion sociale, un vivre ensemble, dans une société où les diversités semblent plus profondes que ça ne pouvait l'être au XIXe siècle par exemple, une société où le lien social est supposé s'effilocher, où les formes institutionnelles du politique sont discréditées, où la culture commune se modifie profondément sous l'impact des médias et où, là encore, les grands récits, quels qu'ils soient, ont perdu leur légitimité. Et puis, autre finalité, assez radicalement différente, développer des compétences qui peuvent être celles de l'histoire, de l'historien, de la pensée historienne, ou celles qui se vendront le mieux sur le marché du travail, et qui ne sont pas forcément les mêmes. Je pense par exemple à l'introduction extrêmement rigoureuse, y compris en histoire, des compétences à utiliser les technologies de l'information et de la communication pour communiquer. Et parce qu'effectivement, c'est une requête aussi du marché, c'est une requête de la culture commune, mais c'est une requête du marché. Ces finalités-là ne recoupent que très partiellement celles de Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire celles que Monsieur Tout-le-Monde assigne à la fréquentation du passé, en particulier parce qu'elles mettent l'accent sur une perspective politique et non pas sur une perspective privée. Or, j'ai été frappée dans certaines présentations par l'absence du politique. Alors évidemment, c'est mon obsession personnelle, donc c'est assez normal que quand je ne le reconnais pas, je me sens un peu gênée. L'absence d'un horizon d'attente et, au fond, quelquefois, l'absence de signification historique dépassant la reconnaissance de soi dans le passé. Autrement dit, j'ai été surprise d'une apparente déconnexion de la conscience historique et de la conscience civique, plus exactement de la conscience politique, qui me semble interrogeante, voire inquiétante pour les fonctions de l'histoire scolaire. Et c'est une tension classique de l'histoire scolaire que celle qui relie la pertinence à la vérité, l'engagement et l'incitation à la distance critique. Et enseigner l'histoire, c'est bien se situer dans cette tension. Et il me semble très souvent qu'au lieu de se situer dans cette tension-là, beaucoup de ce qui nous a été proposé, et qui est tout à fait passionnant,
est en fait situé beaucoup plus fortement du côté de la pertinence, du côté de l'engagement, du côté de l'incitation, et beaucoup moins du côté de ce qui va être la vérité. Et je reprendrai volontiers une citation, je crois que je l'emprunte à Bédarida, mais je ne suis pas très sûre. Il ne faut jamais jeter le bébé vérité avec l'eau du bain positiviste. Je terminerai juste par quelques mots en disant que autre chose qui me semblerait absolument essentielle et que je n'ai malheureusement pas le temps de développer, c'est toute la question des apprentissages. Et j'ai eu l'impression que très souvent, nous entendions parler de ce qui est proposé aux élèves, de ce que font les élèves, mais que les apprentissages, à la fois comme processus et comme résultat, restaient un peu à la marge de ce que nous avons discuté, de ce sur quoi nous avons réfléchi. C'est peut-être un choix nécessité par les conditions de développement, mais en même temps, c'est quelque chose qui me semble absolument, comment dire, je dirais presque une lacune. Comment peut-on penser à réfléchir sur la conscience historique en laissant à la porte de nos discussions la question des processus d'apprentissage et des résultats de l'apprentissage? Et il me semble qu'une façon de les interroger, c'est d'articuler ce que j'appellerais 3 concepts. Celui de conscience historique, que personnellement je renvoie à l'inscription dans le social. Celui de pensée historique, que je renvoie à l'inscription dans l'épistémologie. Et un dernier, que j'appellerais le rapport, à la suite de Jean-François Témine, le rapport disciplinaire au monde, et qui lui renvoie à ce qui se construit dans les cours, dans une discipline spécifique à l'école. Merci.